Voilà, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous, ravi de succéder à Christophe qui est là ce soir, qui était intervenu sur tout le travail qu'il a fait sur les textiles, qui est un travail remarquable, donc, et qui fait partie des gens qui m'ont nourri. Donc je suis très heureux qu'il puisse être là. Ça fait partie des complicités qui font qu'on peut cheminer, parce que seul on ne fait pas grand-chose. On a toujours besoin de rencontrer des gens qui nous inspirent sur notre chemin. Donc, c'est pas tissu d'Avenir d'ailleurs, c'est TDV. Je sais pas pourquoi je dis tissu d'Avenir, parce que j'ai eu une personne tout à l'heure des tissus d'Avenir, excuse-moi Christophe, de TDV Industrie et surtout Renaissance Textile, là, où il a engagé la boucle finale de l'économie circulaire dans le textile. Donc voilà, bien sûr, TDV Industrie et Renaissance Textile. Donc on m'a demandé de venir parler de comment Laudato Si a résonné en moi. D'abord, ça a été un texte assez fondateur pour moi. Il y a des encycliques, j'ai lu pas mal d'encycliques. Il y en a qui ont résonné, où j'étais content de les lire dans l'instant. Et puis peut-être que comme beaucoup d'autres personnes, finalement, quelques mois, voire quelques années après, je les avais un peu oubliés. Alors que Laudato Si, ça fait partie des encycliques qui sont, je pense, des encycliques qui ont une résonance particulière. Et je suis assez épaté que régulièrement, on soit encore invité à parler de Laudato Si, alors que d'autres encycliques, on n'en parle plus du tout. Donc c'est qu'elle a peut-être un message particulier à donner au monde, cette encyclique-là. Moi, je vais vous faire part de ma résonance avec mon témoignage. Donc, je ne suis pas le spécialiste du sujet, mais je vais vous dire comment ça a résonné, peut-être comment on peut le situer aussi dans le monde d'aujourd'hui. Déjà, en termes de résonance, le premier point, c'est que pour moi, ça a été Laudato Si. Si on devait me dire c'est quoi Laudato Si pour toi, je dirais que c'est les cris des pauvres et les cris de la planète. Voilà. C'est le cri de la planète et le cri des pauvres. Pour moi, Laudato Si, c'est un cri. C'est un cri dans un monde où peut-être on a besoin d'être réveillé. Puis je pense que c'est peut-être ça, Laudato Si. Pour moi, ce n'est pas un programme politique. Je pense que c'est beaucoup trop incomplet pour devenir un programme politique. J'en parlerai aussi de ce qu'il faudrait rajouter pour que ça puisse le devenir. Mais pour moi, c'est un cri, et le cri, c'est intéressant. Le cri, c'est intéressant parce que quand on crie, c'est le début de la vie. C'est-à-dire qu'un bébé qui naît crie. Et donc, il est peut-être nécessaire qu'on arrête d'être anesthésié et qu'on puisse un peu crier sur ça, qu'on puisse être réveillé dans ce que l'on est, et qu'on accepte que ce cri, c'est ce cri de la renaissance de quelque chose qui redevient possible dans un monde où, sincèrement, on peut nous présenter tous les jours que tout est à peu près foutu. Et ça ne s'améliore pas ces derniers jours par rapport à ça. Et donc, voilà, comment on peut aborder ce monde, en fin de compte, dans lequel la réalité est peu enthousiasmante. On nous présente quelque chose presque par lequel tout est foutu. Et pourtant, on a ce cri qui vient nous dire que tout est possible. C'est intéressant de s'arrêter sur ça, et c'est intéressant de comprendre la réalité. Le pape, Philippe, tu parlais qu'effectivement il se basait sur ce fait de principe de réalité. Je pense qu'il faut comprendre cette réalité, et il faut surtout pas la nier. On est dans une réalité où effectivement le monde ne va pas bien. Dire que le monde va bien quand on a une fracture sociale de l'ampleur de la fracture sociale d'aujourd'hui, je vais dire, on pourrait presque le dire quand, comme moi, on est du bon côté de la fracture sociale. Je veux dire, pour moi, le monde va bien. Objectivement, le monde va bien, et il pourrait ne pas changer pour moi, et je pourrais peut-être me contenter qu'il continue comme ça et continuer à le commenter. Mais la réalité du monde, c'est pas parce qu'il va bien pour moi qu'il va bien. Non, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien quand quelques milliardaires, en fonction des personnes qui évaluent le sujet, c'est entre 25 et 30 milliardaires, certains disent 35, auraient autant d'argent que 50% de la population mondiale la plus pauvre. Quand quelques personnes, quelques dizaines de personnes ont accumulé autant d'argent que 50% de la population mondiale, on ne peut pas dire que le monde va bien.
Le monde ne va pas bien. Voilà, le monde ne va pas bien. Et c'est assez normal parce qu'on est dans une fin de cycle. On vit dans un monde où il y a des crises, donc c'est normal qu'il y ait des cris. Donc on est dans un monde de crise, et ce monde de crise, l'analyse que j'avais travaillé avec un sociologue et un historien montrait que on peut se dire que ces crises, ces mutations arrivent à peu près tous les 200, 300 ans. Et donc, c'est des mutations qui durent 30 à 40 ans et dans lesquelles, les 10 dernières années, on voit l'amplification des crises. Quand j'ai écrit mon bouquin « S'engager pour le bien commun », j'annonçais en disant « je suis naturel optimiste », mais je disais « il y aura des chaos bien plus grands que ceux que j'écrivais il y a 2 ans ». Par rapport à ça, malheureusement, c'est la réalité parce que c'était écrit. C'est simplement écrit qu'on va passer par des chaos beaucoup plus importants parce qu'on a une succession de crises qui s'amplifient. Et pourquoi? Et ça rejoint Laudato Si, parce que le pape dénonce l'argent qui est devenu roi sur ça. Cette bascule s'est passée à la chute du mur de Berlin. Ça s'est passé à la chute du mur de Berlin. Quand le mur de Berlin est tombé, on ne va pas beaucoup, je pense, être dans cette salle à regretter que le communisme et les goulags se soient arrêtés sur ça, et parce que il y a eu quand même, c'était une vraie joie et une vraie liberté pour les gens qui retrouvaient cette liberté. Par contre, ça a créé quelque chose de déséquilibré, c'est-à-dire que l'économie qui était sociale-libérale est devenue ultralibérale. Voilà. Si vous prenez tous les textes écrits entre la chute du mur de Berlin et les années 2000, vous avez quelque chose dans lequel dire que l'argent ne devait pas être la première priorité, puis il n'y avait pas de place pour ce... Il n'y avait pas de place, on vous disait que vous étiez un ringard et que vous n'avez rien compris. Et on a là semé les germes du chaos qu'on est en train de se prendre et que le pape dénonce dans la Laudato Si. Donc il faut aller chercher les germes, les causes de ce qui fait que le monde ne va pas bien, sinon on ne va jamais réussir à le remettre positivement sur ça. Et donc on a eu cette bascule-là, et cette bascule, de manière surprenante, c'est pas les sociaux-démocrates, c'est pas tous les gens qui se veulent bien pensants qui l'ont dénoncé. Les premiers à dénoncer ça, c'est l'islam radical, la chute des tours de New York. On est rentré dans un monde de confrontation et dans un monde de violence à ce moment-là. Bien sûr qu'on va dénoncer, évidemment, mais n'empêche qu'ils viennent peut-être dire des choses qu'on n'a pas su dire. Sur ça, je ne dis pas que c'est bien d'être dans ça, et je condamne clairement l'islam radical, il n'y a aucune ambiguïté, les gens qui me connaissent savent que je suis démocrate, mais n'empêche qu'il faut quand même analyser ce qui se passe par rapport à ça, et on n'est pas sorti de la violence de l'islam radical, voilà, et on pourrait le commenter largement par rapport à ça. Vous avez la crise financière dans les années 2008, et donc crise financière qui... On reprend les pauvres, un cri des pauvres. Crise financière, c'est l'endettement des pauvres aux États-Unis. C'est-à-dire comme pour poursuivre une augmentation de croissance, on se dit maintenant qu'on va aller endetter les pauvres et que par l'augmentation de l'immobilier, ces pauvres vont finir par pouvoir payer leur endettement, et ainsi de suite. Tout s'écroule par rapport à ça. Mais quand on est arrivé au point d'aller endetter des gens qui n'ont pas le moyen de rembourser et qu'on pense que les mécanismes vont permettre, que les arbres vont monter au ciel et que les mécanismes vont permettre le remboursement, on n'est plus dans quelque chose de très raisonnable sur ça. Et puis, si vous prenez les années, je vais dire 2010, peut-être pas crise écologique, on va revenir longuement sur l'écologie, peut-être pas crise écologique, moi je dirais prise de conscience écologique. Voilà. Mais après, crise énergétique, crise politique, crise pandémique, voilà, crise géopolitique avec l'Ukraine, crise politique majeure en France ces derniers jours. Donc on est dans ce schéma où la réalité peut nous faire dire que tout est pas lié, mais que tout est foutu. Quand on regarde cette réalité, on aurait de quoi penser que tout est foutu. Et il faut peut-être oser poser ce diagnostic, c'est peut-être ce qui manque à nos politiques en France, hein. C'est de faire croire que le monde va bien quand il va pas bien,
Et les gens qui vont pas bien, eux, ils savent dire qu'ils vont pas bien. Arrêtons, parce que c'est pas parce que nous, ça va bien pour nous, que ça va bien pour les autres. Et donc, il faut qu'on ait cette prise de conscience que le monde ne va pas bien, et qu'il faut accepter que, voilà, et que je pense, on n'est pas arrivé, quand on va confondre l'extrême gauche et l'extrême droite, à autant de gens qui sont devenus fous, révolutionnaires, ou nazistes, ou fascistes, voilà. C'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Je vais dire, c'est quand il y a le moment de tous les chaos, on a le moment de toutes les émergences. C'est-à-dire qu'on est devant une opportunité extraordinaire. C'est qu'on peut rebâtir quelque chose. Donc, c'est plein d'époques, hein, ceux qui ont connu la guerre et autres. Moi, j'ai écouté mes parents, mes grands-parents, enfin, témoigner. Il se passe, après les périodes de chaos, toujours des belles périodes. La question, c'est quelles lunettes on a. Voilà. Est-ce qu'on a ces lunettes du pape qui dénoncent ce point-là? Mais le pape, il est plein d'espérance. Hein. Le pape, il est plein d'espérance. Il ne dit pas que tout est foutu. Il dit tout est lié par rapport à ça. Et le problème principal de notre monde, c'est qu'on a perdu l'espérance. Le problème principal de notre monde, c'est qu'on a été pris par les bruits du monde, par l'anxiété du monde, le désespoir du monde, et on coule avec ça dans le désespoir. Voilà. Et on se fait au mieux, hein, tu disais qu'il fallait voir, juger, agir. On fait voir, ok, aujourd'hui on le fait, d'accord. Juger, ça commence à devenir moyen. Agir, plus du tout. On est devenu commentateur du monde. On est devenu commentateur du monde. Et en plus, on a des commentateurs du monde maintenant avec des chaînes d'infos en boucle 24/24. Donc voilà, et on a une anxiété, hein, quelles que soient les chaînes d'infos d'ailleurs, on a une anxiété grandissante. J'avais discuté avec le patron de l'info de France 2 à une conférence à Montpellier, et il me disait, il terminait sa carrière, c'est un Lénart, hein, et il me disait, ce qui était terrible, c'est qu'il fallait que je mette aux 20h des choses chocs à impact, parce que sinon notre audience baissait. Et quand ça va pas bien, on a besoin de trouver des choses qui vont encore moins bien. Et quand ça va pas bien, on nous dit que c'est l'Ukraine, tout ça. Et finalement, je vais dire, pour s'en sortir à court terme, on se plombe à moyen et à long terme sur ça. Et donc, la seule manière, et quand on est à la maison du diocèse, la seule manière de pouvoir rebondir, c'est de retrouver une espérance qui soit proportionnelle au désespoir du monde. C'est le moment ou jamais d'activer son espérance si on a l'espérance. Voilà, on est devant notre responsabilité d'activer notre espérance et peut-être de se laisser déranger parce que, objectivement, on est tous d'accord sur le diagnostic. On voudrait que le monde change, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. On trouve que les autres devraient beaucoup changer. Et d'ailleurs, on en trouve plein qui ne sont pas cohérents. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de changer, nous? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Et que, pourtant, le seul espace que l'on peut changer, c'est l'espace dont on est responsable. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à commenter des choses dont on n'est pas responsable et on ne pourra jamais le changer. Et on oublie de visiter, et c'est peut-être une anticipation de ce que vous verrez sur la prochaine fois, là, dans le chapitre 6, c'est peut-être de visiter l'espace que je peux réellement changer par rapport à ça. Et donc, ça, c'est complètement fondamental de comprendre ça. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc, je reprends conscience que je peux changer là où je suis, avec les moyens qui sont les miens, peu, moyens. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque être humain, quel que soit, peut apporter sa dignité et ce changement au monde. Voilà. Du plus petit au plus riche. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut révéler cette bonne nouvelle qu'on peut être facteur d'émergence. Et je pense que la phase de chaos va durer encore
2, 3 ans, enfin, c'est sur ça, donc on n'est pas au bout. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais c'est la phase qu'on a pour préparer les émergences du monde. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur ce texte de Laudato Si pour se dire, ces cris du monde, ces cris de la planète viennent me réveiller dans mon égoïsme et dans mon individualisme pour vraiment changer de posture. Parce que la chose dont je suis certain, et moi le premier, j'ai été concerné, et je le suis encore, parce que c'est toujours très compliqué de se sortir de son individualisme et de son égoïsme, c'est que on a été pris, on a été picousé à la surconsommation. Voilà. Et il n'y en a pas un dans cette salle, je pense, qui a échappé à ça. Peut-être les sœurs qui ont fait un vœu de pauvreté ont peut-être fait le vœu le plus libératoire par rapport à ça. Et quand on discute, ça m'arrive de discuter avec des religieux, ils me disent souvent le fait d'avoir fait ce vœu me rend très libre par rapport à beaucoup de choses. Et nous, on pense qu'on est aliénés par le monde, et c'est nous qui nous sommes aliénés tout seuls. On pense que tout ce qui ne va pas, c'est de la faute du monde, et finalement, 80% de ce qui ne va pas pour moi, c'est une aliénation que je me suis auto-fabriquée, pris par les bruits du monde, où on m'expliquait que le monde qui était le monde d'épanouissement et du bonheur, c'était ce monde-là. Voilà. Ça n'empêche pas d'y avoir passé des moments de bonheur, et je suis encore très heureux. Mais par rapport à ça, c'est quand même cette réalité qu'il faut prendre en compte. Et donc, le premier point pour pouvoir repartir en émergence positive, c'est de sortir de l'anxiété du monde. Enfin, il faut sortir de l'anxiété du monde par rapport à ça, parce que, notamment, l'écologie a été présentée de manière beaucoup trop anxiogène. Elle a été présentée de manière beaucoup trop anxiogène. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit que, et pour moi l'écologie, et pour les chrétiens, je pense qu'il faut reconnaître qu'on s'est réveillé un peu tard. Il était temps que le pape crie. On s'est réveillé un peu tard sur le sujet. Pourquoi on s'est réveillé un peu tard ? Il faut le comprendre. C'est que l'écologie a été prise par un parti politique. L'écologie a été prise par un parti politique qui proposait, il faut reconnaître, un certain nombre de bonnes mesures pour la planète, qu'on aurait dû avoir la sagesse d'écouter et de dire ils n'ont pas tort sur ce sujet-là, voire même ils ont un temps d'avance sur nous. Mais comme ils proposaient tout un tas de choses liberticides et qui n'étaient pas du tout en phase avec nos valeurs, avec ce que l'on est pour un certain nombre de personnes, on a rejeté tout en bloc. On a rejeté tout en bloc. Avant de se réveiller, et en voyant que le climat ne va pas bien, que ça peut générer des gros problèmes de migration, parce que notamment la question des territoires qui vont être submergés par rapport à ça alors on nous parle de problèmes d'immigration, on est devant d'énormes problèmes migratoires par rapport à ça. Donc on connaît les cartes, il y a les rapports du GIEC, on a tous les éléments par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'on a été embarqué dans cette écologie politique. Pour moi, l'écologie n'aurait jamais dû être un parti politique. Tout le monde devrait être écologiste. C'est la base de l'être humain que d'être soucieux et intendant, bon gestionnaire de ce qui lui est confié. Et si on fait raisonnablement l'état des lieux entre ce qui nous a été laissé là pour 2 générations et ce qu'on va laisser en bilan de sortie sur l'écologie, je vais dire, l'état des lieux de sortie n'est pas à la hauteur de l'état des lieux d'entrée. On a surconsommé les énergies fossiles qui ont été produites pendant des millions d'années, voire plus. Donc on a tout surconsommé par rapport à ça. Et on ne peut pas continuer dans ça. Donc le fait que ça ait été un parti politique, ça a contribué à ce côté suranxiogène. L'autre point, c'est qu'en plus, ce parti politique nous a proposé quoi ? Il nous a proposé d'arrêter la création. Il fallait faire une photo de la situation et il ne fallait plus bouger. C'est pas la vie. Simplement, c'est pas la vie.
Le diagnostic qu'il faut faire quelque chose pour l'écologie est un bon diagnostic. Nous dire qu'il faut faire une photo et quasiment ne plus bouger, c'est mourir. C'est-à-dire qu'on ne choisit plus la vie. Donc il faut au contraire rechoisir la vie. On ne peut pas avoir d'espérance sans choix de vie associé. Et donc il faut prendre conscience que l'espérance, c'est devenir ce co-créateur que le pape François nous invite à être dans l'Audace aussi. Donc c'est comment je régénère le fait que j'ai envie d'être acteur de cette émergence-là. Et cette émergence-là, c'est une émergence de co-création. On est même arrivé à dire qu'il ne faudrait plus à nos enfants, qu'il ne faudrait plus qu'ils aient d'enfants pour sauver la planète. Enfin, on arrive, on l'entend, hein, s'il y a des rapports, des gens sérieux qui s'occupent du sujet, on n'est pas bien parti. On n'est pas bien parti par rapport à ça, parce que moi, je fais partie des gens qui croient dans la vie et qui croient effectivement que l'être humain a peut-être été capable de faire des choses pas terribles, mais que l'être humain est capable, voilà, et il y a eu des choses pas terribles, et on l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, avec des choses absolument dramatiques. Ça n'a pas empêché d'autres êtres humains de faire face à ça et de rétablir quelque chose. Donc ne voyons pas le monde avec ses lunettes du chaos, avec cette lunette anxiogène. On est même arrivé à penser que l'être humain et le crocodile et le lapin pourraient avoir le même rôle. Voilà, et on arrive même à des élections où on élit des humains à avoir un parti animaliste, qui est après 2 points. Alors moi, je suis le premier, j'ai vécu avec les animaux, je suis fils d'agriculteur et autres, mais il y a un truc qui va pas bien, c'est-à-dire qu'on vote pour des gens qui veulent aimer les lapins et autres avant d'aimer les hommes. Donc c'est pas tout à fait le message. Voilà, et donc tout ça, il faut oser se le dire, parce que c'est en posant ça qu'on peut rebâtir une vraie écologie positive sur ça. Donc, mais tant qu'on ne s'est pas mis au clair sur pourquoi ça a bugué, et pourquoi nous-mêmes on a raté des choses, on ne peut pas relancer quelque chose de sérieux par rapport à ça. Donc il faut absolument, je vais dire, se prendre toutes ces notions-là et arrêter de sortir aussi, il faut arrêter de mettre les gens dans la culpabilité. Il faut remettre les gens dans l'envie. Il n'y a pas d'espérance sans envie. C'est bien sûr, aujourd'hui, dès que vous faites un truc, et c'est que si, moi je l'ai vu, qu'on est exposé dès qu'on prend des responsabilités nationales, si vous faites un truc qui est moyennement bien, y compris votre copain chrétien, il va vous tomber dessus en disant « mais c'est n'importe quoi ». Voilà. On n'est plus capable de voir les dynamiques de progression. On est devenu totalitaire. Et donc on présente aux gens, de toute façon, si t'es pas parfait partout, ça va pas. Ben, je veux dire, personne n'a envie de s'engager dans ce truc. Parce que comme la perfection n'est pas de ce monde, et on l'aura peut-être au niveau de la communion des saints, quand on sera au ciel, mais tant qu'on est sur Terre, il faut reprendre conscience que nous sommes des êtres imparfaits, et que l'enjeu, c'est qu'on soit en mouvement. L'enjeu, c'est qu'on se réveille, qu'on se remette en mouvement, et qu'on redéclenche quelque chose de positif. Et bien sûr, je ne suis pas parfait, voilà, mais si je progresse, c'est déjà une bonne nouvelle. Et est-ce qu'on est capable, honnêtement, de dire à nos voisins, de dire à nos enfants, de dire à des amis, de dire en entreprise, tiens, tu fais quelque chose de bien. Voilà. C'est super ce que tu fais. On est capable de voir tout ce qui ne va pas. On ne sait plus retrouver le sens de l'émerveillement. Il est absolument fondamental de se réhabiliter avec le positif. Le monde ne va pas bien, mais malgré tout, dans chaque journée, il y a plein de choses positives. Est-ce que je peux m'en réémerveiller pour me remettre dans une dynamique positive qui va me faire que chaque jour, je vais avoir une ambition plus grande et plus cohérente. Mais les choses, on ne passe pas de 0 à 1 d'un seul coup. Il faut qu'on se mette dans ces dynamiques vertueuses par rapport à ça, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse cheminer, et quand bien même on tomberait
entre guillemets, on ferait une chute en ratant un truc à un moment, y compris sur l'écologie, et ben c'est quelque part, par rapport à ça, c'est pas grave, on va rebondir. Mais moi, j'avais été très marqué quand j'avais repris avec Christophe et d'autres amis la librairie à Laval pour œuvrer pour le bien commun. On y a mis beaucoup plus d'argent et on n'en a jamais pris par rapport à ça. Et malgré tout, le nombre de critiques qu'on entend, de gens qui vous disent « Mais attends, même au bout d'une semaine, il y a des gens qui me disent « Mais il y a encore tel livre, c'est scandaleux. Vous venez d'investir un temps fou pour sauver un espace. » Et vous avez des gens qui ne voient que le problème. Et donc, on a en nous le mal qui nous empêche de nous déployer. Et il faut absolument arrêter cette division, ce regard qui tue, cette critique, cette langue de vipère qui fait que, et ça, on va pas pouvoir reconstruire les émergences tant qu'on est pris dans tout ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'on encourage tous ceux qui osent. Et je trouve que c'est super facile, des soirées, vous me mettiez en avant des gens qui ont fait des choses, parce que il faut remettre en avant le positif, parce que c'est par des témoins inspirants que ça donne une envie à une autre personne de se mettre en mouvement et que ça va redonner. On n'est pas grand-chose, on est juste un passage de témoin un soir par rapport à ça, mais il est absolument fondamental de remettre toute cette dynamique-là dans ce sens-là. Et donc cette dynamique de l'écologie, elle est fondamentale. Mais s'il n'y a pas de dynamique de l'écologie sans dynamique humaine, le pape parle bien du cri des pauvres et du cri de la planète. Et les deux sont liés par rapport à ça. Les deux sont liés. Et donc, de la même manière qu'on doit agir pour l'écologie, puis je vous donnerai à la fin de mon topo un témoignage sur ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur sur le sujet, c'est de la même manière qu'on doit agir sur l'écologie, il faut qu'on agisse auprès des plus pauvres. C'est ce qui m'a invité à m'engager à Fratello en disant, et c'est vraiment cette encyclique qui, quelque part, je suis sûr, a été moteur de mon engagement actuel, en disant, quand on est du bon côté de la fracture sociale, on ne peut pas ne pas aller aider celui qui est du mauvais côté de la fracture sociale. Vous imaginez si, en France, chaque Français qui est du bon côté de la fracture sociale décidait d'aller aider une personne ou une famille. On change tout. On veut que le monde politique change, on n'a pas d'argent en France pour résorber les problèmes de la misère. Seule la part de gratuité et le supplément d'âme de chacun va permettre de remettre ce pays debout. Et c'est par le fait de revoir autour de nous le pauvre qui est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à 100 km ou à 1000 km. À Fratello, on s'en occupe pour la journée mondiale des pauvres sur tous les continents, mais concrètement, la vraie relation aux pauvres, il faut simplement oser rencontrer le pauvre qui est près de chez moi. Et parfois, il est même dans ma famille. Parfois, il est même dans ma famille. Voilà. Mais je m'en suis éloigné parce que le pauvre a un problème, c'est qu'il dérange. Le pauvre a un problème, c'est qu'il dérange. Et je vais revenir sur ça. Et pourquoi, pourtant, il faut y aller? Pourquoi il faut y aller? Je vous dirai après pourquoi le fait qu'il nous dérange, ça nous fait du bien. Mais pourquoi il faut y aller? Parce que quand on va s'occuper d'un pauvre, de deux pauvres, voilà, ça va lui faire du bien. Voilà. Donc de faire du bien à ces personnes-là, que ce soit en présence humaine, en apport matériel et autres, ce que l'on peut faire, de lui faire du bien, ça nous fait du bien. Donc dans un monde qui ne va pas bien, si on se refait du bien en se réconciliant avec les plus fragiles, eh ben, c'est sûr que ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Le problème, la plupart du temps, c'est qu'on n'ose pas y aller parce qu'on n'est pas réconcilié avec nous-mêmes. On voudrait aider l'autre, mais finalement, on n'est pas en paix avec soi. Et seul le fait de faire ce chemin personnel, de se remettre en paix avec soi, permet d'aller vraiment sereinement à accompagner le plus fragile.
Et donc, il faut le faire en même temps, n'attendez pas. Le fait d'aller voir et aller voir les plus fragiles, même si vous n'êtes pas encore en paix avec vous, parce que l'avantage du plus fragile, moi je le vois avec des anciens SDF, des anciens prisonniers, on s'occupait aussi d'anciens prisonniers en Mayenne à une époque pendant 5 ans, c'est que ces gens-là ne trichent pas. Ils n'ont pas les discours de bienséance et autres. Si vous prenez une personne, même trisomique, une autre personne, une autre forme de fragilité, si vous arrivez devant une personne trisomique et que vous faites un peu la moue, la personne ne va pas venir vous embrasser et dire « mais pourquoi tu fais la gueule ?» Si vous arrivez rayonnant, elle vous embrasse. Voilà. Le pauvre vous dit qui vous êtes. Le pauvre vous dit qui vous êtes. Et d'aller voir les pauvres, ça nous fait un bien fou parce que ça nous dit qui nous sommes par rapport à ça. Et peut-être le chemin qu'on a encore besoin de travailler, la vertu qu'on a besoin de mettre en œuvre pour vraiment se déployer tel qu'on rêverait de l'être. Donc ce pauvre, il faut aller le voir parce qu'il va nous révéler notre vulnérabilité. Et pourtant, on est dans un monde où il faut être fort et il ne faut plus être vulnérable. Et c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Quelqu'un qui va bien, tous les leaders inspirants, vous prenez de Nelson Mandela, Martin Luther King, Sir Emmanuel et autres, toutes ces personnes inspirantes ont traversé leur vulnérabilité et ont été en paix avec leur vulnérabilité. La plupart du temps, ils ont été aussi en paix avec la mort. Ça les a aidés. Mais par rapport à ça, c'est que c'est complètement déterminant d'aller dans ce chemin-là, parce que quand je domestique ma vulnérabilité, tout peut changer par rapport à ça, tout peut changer. Et cette étape-là, il faut la pousser encore d'un cran, si on veut vraiment transformer le monde à la hauteur de ce qu'il a besoin de transformer, c'est qu'il faut devenir ami du pauvre. Le but, c'est pas d'aller l'aider avec bienséance, c'est déjà bien. De faire un chèque à distance, c'est bien, mais c'est pas suffisant. L'enjeu, c'est comment je peux, si je le peux, si ma santé physique me le permet et autres, c'est comment je peux devenir ami du pauvre. La société changera quand je redeviendrai ami du pauvre. Ma vie changera, la fécondité de ma vie sera grandissante quand je serai ami du pauvre. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais aux EDC. J'ai un ancien délégué syndical qui vraiment, j'ai appris quelques années après qu'il s'était mis à prier quand je m'étais engagé 10 ans avant comme président de région des EDC. Et c'était quelqu'un qui était bac-7. Voilà. Et je me suis mis à son école. Je me suis mis à son école au moment où je pouvais rencontrer les archevêques, j'ai même rencontré le pape, et c'est lui qui a été le plus déterminant dans mon chemin. C'est lui qui a été le plus marquant. Est-ce qu'on est prêt à se mettre à l'école des pauvres? Ce que le pape nous invite à faire dans la Laudato Si. Entendre leurs cris, mais entendre leurs cris c'est bien, se mettre à l'école c'est encore mieux. Et si vous vous mettez à l'école des pauvres, si vous devenez ami avec le pauvre, ça va rejoindre un point que vous verrez la prochaine fois autour de la conversion, c'est que beaucoup de gens rêveraient tous de rencontrer le Christ. Il suffit d'aller rencontrer le pauvre. Vous rencontrez le Christ. Il est à votre portée tous les jours pour ceux qui ont cette foi chrétienne. Mais est-ce que je vais le voir? Est-ce que je le fais? Donc c'est cet élan-là que je pense qu'il faut mettre en avant et qui nous est donné dans la Laudato Si comme un cadeau à prendre, comme un cadeau à déployer. Et vous voyez qu'on est bien loin de l'anxiété et autres. Alors ça passera par quoi? Ça passera par la sobriété heureuse. Ça passera par la sobriété heureuse. Et il y avait débat tout à l'heure, effectivement, sur la décroissance. C'est un bon débat. Moi, j'ai travaillé sur ça avec des chefs d'entreprise, avec un think tank. J'aimerais pouvoir dire que peut-être la solution serait là et que peut-être il faudrait faire les efforts. Je ne trouve pas le chemin autrement que de commencer par la sobriété heureuse. Pourquoi? Parce que si on fait un choc trop fort, je veux dire, les riches, les très riches vont devenir moins riches, mais
Je veux dire, tout ira encore bien pour eux. Au pire, ils vendront un appartement et tout ira bien. On n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, le problème, c'est ceux qui sont au bord de la marginalisation. Si vous avez une décroissance trop forte, c'est eux qui vont trinquer. C'est eux qui vont trinquer. Et on a un devoir, quand on a des responsabilités, on a un devoir de ne pas accentuer le fait que ceux qui sont au bord, qui se sont déjà pris l'augmentation d'énergie, tout ça, et qui sont en train de crier et qui disent ça va pas, et bien peut-être que c'est pas le moment qu'ils perdent leur emploi quand ils ont encore un emploi, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans le tout est lié, il y a une question d'équilibre sur ça. Ne partons surtout pas de quelque chose que j'ai dénoncé, qui a été trop ultralibéral, pour aller à l'autre bout du balancier vers quelque chose qui est trop ultra-écologique. C'est que c'est pas ce qui nous est demandé dans la Laudato Si. Ce qui nous est demandé dans la Laudato Si, c'est de trouver les équilibres, parce que la vie est équilibre. La vie est équilibre. Il faut rétablir les équilibres sans basculer. Et aujourd'hui, on passe de l'extrême droite à l'extrême gauche, un truc de dingue. Il y en a même qui peuvent voter pour l'un ou pour l'autre entre deux élections. Mais on a perdu le sens de l'équilibre. On a perdu le sens de l'identité qui se réjouit de l'altérité par rapport à ça. Et donc, il ne faut pas se laisser embarquer par rapport à tout ça. Et donc, on doit retrouver la sobriété heureuse. Donc, ça veut dire et la sobriété heureuse, je vais dire, on est les premiers. J'ai bossé un moment avec les équipes de Jancovici sur les sujets agricoles, agroalimentaires du Chief Project. Et derrière, par rapport à ça, et à un moment, il est passé, et il me regarde et il me dit « Mais c'est vous qui avez la solution ». Parce qu'il me voyait avec mon étiquette d'essai. Alors, je dis « Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour amener des solutions sur les bonnes mesures pour l'écologie. » Il me dit « Nous, on est incapable d'expliquer que la sobriété peut rendre heureuse. Vous avez toutes les clés pour expliquer que la sobriété, ça rend heureux. » C'est-à-dire qu'on a tout dans nos textes, on a tout dans la pensée sociale chrétienne pour expliquer que la sobriété rend heureuse par rapport à ça. Et ça veut dire qu'il faut simplement qu'on arrête de vouloir cumuler, parce que, je vous disais, on est pris par la société de consommation, mais on est pris par l'accumulation. Et comme on est pris par l'accumulation, on est pris par la peur. Dès que vous accumulez, vous avez peur de perdre. Quand vous n'avez plus rien, c'est plus le problème. Donc le but, c'est pas de vous dire de ne plus rien avoir, mais le but, c'est d'alléger. Il faut s'alléger. Et on va pas, pour retrouver une liberté, il faut s'alléger, et il faut retrouver la joie de partager. Il faut retrouver la joie de donner. Et si tout ce que l'on est, on rayonne de la joie de donner, et qu'on rayonne de la joie de partager, je vous promets qu'il y aura beaucoup de monde à nous suivre. Il y aura beaucoup de monde à nous suivre, parce que l'avantage qu'on va avoir, c'est dans un monde qui propose le néant, on n'est pas loin d'être arrivé à ça, dans un monde qui propose le néant, la trahison, enfin on est dans des trucs de dingue. Si nous, on propose quelque chose de solide, ça va être attractif par rapport à ça. Et donc il faut qu'on soit dans cette dynamique de cette sobriété heureuse et qu'on en rayonne, que ça soit une joie, Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. Et voilà. Et donc, il faut qu'on retrouve ce sens de la générosité, ce sens de la charité qui va nous mettre en mouvement. Donc, il faut repartir dans cette dynamique-là. L'autre point, donc, il faut vivre cette sobriété heureuse. Un point fondamental, et ça c'est un point sur lequel je suis en vrai désaccord avec l'écologie politique, c'est qu'on est dans un monde où il faut entreprendre. On est dans un monde où il faut entreprendre. Il n'y a pas d'espérance sans co-création. Et donc il n'y a pas de co-création sans entreprise. Je ne parle pas forcément, comme moi et Christophe, d'entreprendre en ayant notre boîte. Mais tout le monde se doit d'entreprendre sa vie. Ça, s'il y a un truc auquel on est tous invités,
c'est d'entreprendre notre vie, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je dis souvent, on aura le ciel pour se reposer par rapport à ça. Donc il faut absolument entreprendre sa vie. Et entreprendre sa vie, c'est quoi le modèle? C'est de prendre conscience qu'on a tout reçu en termes de talent. C'est-à-dire qu'on cherche à conquérir un monde alors qu'on nous a tout donné par rapport à ça. Donc il faut arrêter de vouloir conquérir. Il faut simplement de rendre grâce d'avoir tout reçu. Si on change ce regard, si on fait ce pas de côté, on change beaucoup de choses. On change beaucoup de choses. C'est est-ce que je prends conscience que la vie, je l'ai reçue gratuitement? Et à la fin de ma vie, les amis que j'aurais eus, qui sont essentiels dans ma vie, que j'ai tant de joie à retrouver, c'est gratuit. Mes enfants, c'est gratuit. L'amour, c'est gratuit. Et quand on fera le bilan, et moi ça m'avait beaucoup aidé, il y a une personne qui m'avait dit, mais il y a au moins 15-20 ans de ça, qui me dit, mais Philippe, voilà, prends conscience que si tu étais à 85, 90 ans ou 95 ans, et que tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Ben, on est tous, quel que soit notre âge, y compris les personnes qui pourraient être les plus âgées dans cette salle, quel que soit notre âge, il est toujours temps de faire le bien. Je suis convaincu de ça. Il est toujours temps de changer de cap pour prendre le bon cap. Et on a vu dans l'Église des gens prendre des caps, des Saint-Augustin, partir sur des chemins et revirer vers d'autres chemins beaucoup plus vertueux. Heureusement que la vie ne condamne personne sur ça et que chacun est invité à ce bien. Chacun est invité à sa liberté d'entreprendre sa vie à l'âge qu'il a, au moment où il a, avec les talents qui sont les siens. S'il a plus que de l'argent, parce qu'il est fatigué et beau, ben, qu'il donne de l'argent. Mais tout le monde peut donner quelque chose. Le don, c'est ce qui rétablit la dignité de chaque personne. C'est-à-dire que c'est en donnant et en contribuant à quelque chose de plus grand qui vous a été présenté déjà dans les soirées de la dot aussi, qui est le bien commun, et c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, ben c'est en donnant au service de quelque chose de plus grand, voilà. Par contre, il va falloir retrouver le sens des communs. Il va falloir retrouver les sens des communs. On est dans la faillite de l'intérêt général. On est dans la vraie faillite de l'intérêt général. On prend les décisions, et la plupart du temps, pour que ça soit bien pour 51, 55 ou 60, 80% des Français. Mais non, le bien commun, c'est pas ça. C'est un projet dans lequel on prend ensemble soin des communs et on invite à la dignité de chacun pour que chacun amène même les faibles talents qu'il a, mais que chaque talent et chaque personne est essentiel. Et s'il en manque une, elle manque à tout le monde. Est-ce que... Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde de marginalisation. Peut-être le seul point qui est positif dans ce moment, c'est qu'on va arrêter de pousser l'idée de mourir, même jusqu'au fait de pouvoir décider de mourir tout seul. Enfin, c'est qui, pour moi, est l'absolu de l'individualisme. C'est-à-dire que la somme des individualismes ne fera jamais le bien commun. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Hein. Le bien commun, c'est complètement un paradigme autre. Hein. C'est qu'on a un projet collectif. On a aujourd'hui des jeunes dans les banlieues qui détruisent nos communs. Mais on a même des militants politiques qui, à la fin d'un truc, vont agresser les CRS. Où on est. On a envie de porter une ambition politique et on commence par casser les communs. C'est pas possible. Et à un moment, quand quelque chose n'est pas possible, il faut dire que c'est pas possible et il faut rétablir les conditions de sécurité pour que ça soit pas possible. C'est pas du tout être un fasciste de dire qu'il faut de la sécurité par rapport à ça. Il faut arrêter on s'est fait spolier tellement de choses par rapport à ça. Donc il faut rétablir ce sens des communs, de quelque chose qui est plus grand que nous, dans lequel on est responsable. Et effectivement, si on casse un truc, ça ne peut pas être les impôts qui payent en permanence les choses qui sont cassées. Si je casse et qu'il ne se passe rien pour moi, ben je vais libérer ma violence. Et dans ces cas-là, on va dire à nos enfants, mais vous faites ce que vous voulez chez vous, à la maison, puis on casse tout. Enfin,
ça ne peut pas être ce type de société qu'on va proposer. Donc il faut absolument reposer cette question d'entreprendre en prenant conscience des communs. Et le point que je n'ai pas abordé et qui fait partie des 4 points qui me semblent fondamentaux pour rebâtir une société, je vous ai dit, il y a celui de la planète, il y a celui des plus pauvres, celui d'entreprendre sa vie, de reprendre conscience, voilà. Mais il y en a un qui est important, qui va un peu avec l'entreprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la modernité du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, on est dans un monde névrosé. On est dans un monde névrosé. La névrose, c'est le passé qu'on n'arrive pas à dépasser. Ça, la névrose. C'est la définition de Cyrulnik. Il dit la névrose, c'est le passé qu'on n'arrive pas à dépasser. Ben, il faut dépasser, lâcher des boulets, passer à autre chose. On n'a plus le temps de causer, il faut se remettre en mouvement par rapport à ça. Et donc il faut dépasser le passé qui nous a névrosés sur ça. Mais il ne faut pas repartir dans une fuite en avant 20 ans plus loin à des trucs qui ne seraient pas dans la réalité. Le pape nous invite dans la Laudato aussi à être très actuel dans la réalité. Et ce qu'il faut reprendre, c'est revivre le présent. Il faut réhabiter le présent. Il faut réhabiter le présent. Et si on réhabite le présent, il y aura beaucoup, beaucoup moins de gens à prendre des anxiolytiques. Je promets que on traite les causes avec des augmentations d'anxiolytiques. 1 Français sur 5 avec des troubles psychologiques. Est-ce que on veut passer à 3 sur 5 qu'est-ce qu'on veut comme... C'est pas possible de continuer comme ça. Et on ne peut pas dire qu'il va falloir réembaucher X psychologues. Non. Il faut retraiter les fondements de notre société pour repartir vers quelque chose de positif. Et donc ça passe par l'acceptation de la temporalité et l'acceptation de la modernité. Bien sûr qu'il va falloir traiter les excès du digital qui posent beaucoup de problèmes et autres, mais on ne va pas vivre dans un monde sans digital. Voilà, j'étais dans une entreprise ce matin où on travaille sur l'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on intègre l'intelligence artificielle parce que, vous savez, quand on est commentateur du monde, on est aussi commentateur en parlant d'éthique. Le problème, c'est qu'on ne s'occupe de rien, on ne s'engage pas, on n'entreprend pas, mais on a un avis sur tous les sujets. Si vous voulez... Moi, je dis seuls ceux qui font devraient pouvoir causer maintenant par rapport à ça. Parce que si vous ne vous emparez pas de l'intelligence artificielle, qui peut amener plein de choses super à certains endroits, y compris pour de l'accompagnement de personnes en fragilité et autres. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être utiles avec l'intelligence artificielle. Condamner l'intelligence artificielle, c'est une ânerie. C'est une vraie ânerie. Par contre, de dire, et à un moment j'ai débattu avec Jacques Attali qui disait qu'il fallait augmenter l'être humain parce qu'il était devenu trop médiocre, je lui ai dit, parce qu'il faudrait qu'on devienne tous des Jacques Attali. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, mais par contre, tant qu'on ne s'empare pas de la réalité, du quotidien, tant qu'on ne s'empare pas de la modernité, si les usines ne se modernisent pas, on a abandonné l'industrie, il faut absolument retrouver des souverainetés françaises dans un maximum de sujets, mais aussi européennes. Il y a des sujets qui peuvent être que de nature européenne par rapport à ça. Et donc, c'est bien sûr qu'il faut s'emparer de cela et ne pas avoir peur d'entreprendre, ne pas avoir peur. Voilà, entreprendre, c'est un acte d'espérance. Voilà. Et c'est un acte d'espérance. C'est des gens qui prennent des risques pour que ça puisse contribuer au bien commun. Bien sûr qu'ils puissent partager des choses avec d'autres me semble normal après. Et moi, sincèrement, je suis prêt à faire des efforts pour le monde, mais on a besoin de voir que ces efforts et cet argent aillent au bon endroit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que l'argent qui est mis, elle est un peu dans un panier percé et qu'on ne voit pas la transformation. Et donc on se dit, mais j'ai pas envie de payer d'impôts supplémentaires parce que voilà, si on nous proposait un vrai projet dans lequel il y avait un vrai partage et que ça remettait la France debout, je suis sûr qu'on aurait un projet majoritaire par rapport à ça. Donc c'est ces 4 composantes, donc ces 2 de la Laudato aussi, du cri du pauvre et du cri de la planète, il faut le lire aujourd'hui dans un monde qui est plus complexe que ça,
en remettant la liberté d'entreprendre et en remettant le fait d'être acteur de la modernité et de la temporalité dans laquelle on est, nos enfants ils ont envie de vivre, 2030, ils se sont déjà pris le Covid sur le coin du nez. Le Covid, où on a protégé des personnes qui auraient pu rester chez elles, et on a plein d'enfants qui sortent avec des séquelles de dingue. Voilà. C'était compliqué certainement à l'époque de prendre les bonnes décisions, donc le but n'est pas d'accabler les gens sur ça, mais c'est des réalités qu'on a en sortie de Covid. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il faut qu'on reparte, et donc moi ce que je dis pour reboucler avec Laudato Si, c'est qu'il faut qu'on entende ça. Il faut qu'on se dise qu'il est possible de faire tout le bien qu'on voudrait faire, et qu'il est possible d'arrêter de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Pour moi, ça a été cet épître de Paul, pour moi, dans ma vie, ça a été le point de transformation. C'est-à-dire comment je peux arrêter de faire le mal que je ne voudrais pas faire, ou au moins de le limiter au maximum, parce que je suis un pauvre comme les autres, mais de faire de plus en plus le bien que j'aspire à faire. Et ben, c'est dans le changement de paradigme. En tant que chrétien aussi, c'est dans la foi que j'ai fait ce chemin-là. C'est en augmentant mon temps de prière, parce que je suis persuadé que la fécondité d'une vie est proportionnelle à la fécondité de la vie profonde de la personne humaine. On est dans un monde d'agitation. C'est bien en s'arrêtant et en rentrant en soi, et si on a la foi, en se laissant remplir de l'esprit par rapport à ça, qu'on trouve l'énergie. François Chêne dit la force d'âme, le souffle de vie. Il y a des souffles de vie en chacun qu'on a juste à remettre en mouvement. Il faut juste réallumer les flammes, une par une, pour faire cette propagation positive dans ça. Et donc, si on remet l'essentiel, voilà. Et d'ailleurs, souvent, dans ces moments de chaos, les gens reviennent à l'essentiel. Souvent, les gens reviennent même à la Vierge Marie sur ça. Parce que quand on arrive à un moment où les hommes se disent « je suis complètement dépassé devant la situation », ils remettent l'essentiel avant l'important. Et dans une vie, quand on remet l'essentiel avant l'important, toute notre vie va mieux par rapport à ça. Et c'est peut-être la bonne nouvelle avec laquelle il faut repartir. C'est si je remets l'essentiel avec ma vie, je ne sais pas où ça va m'amener par rapport à ça. Je ne sais pas où le Seigneur va m'appeler. Mais je pense que chacun de nous, on peut être appelé là où on sera au bon endroit par rapport à ça. La question pour pouvoir que le Seigneur puisse nous appeler là où on aurait tant envie d'être, c'est qu'il faut qu'on ouvre notre cœur. Aujourd'hui, on est devenu très cérébral et on a, comme le monde est brutal, on a fermé nos cœurs. Et la seule manière de relancer un monde positif, c'est de réouvrir notre cœur. C'est d'aller se réconcilier avec les gens avec qui on est fâché. C'est d'être ces témoins d'amour et c'est de se dire « je suis disponible à être là où j'ai envie d'être ». C'est ce qui a fait que moi j'étais très heureux comme dirigeant d'entreprise, mais à un moment je me suis senti appelé à fonder un réseau pour dire c'est bien qu'il y ait 1800 salariés dans la boîte, on vit le bien commun, mais le nombre de boîtes où c'est pas le cas. Et je me suis dit, je vais créer Cléophas. Cléophas, c'est la rencontre lumineuse. C'est peut-être que quelques rencontres avec d'autres, on allume un feu de paix, on allume un feu d'entreprise, on allume ça. C'est la seule chose qui m'anime. Le confort aurait été de rester là où j'étais. Vous savez, j'avais eu de secrétaire, tout le monde s'occupait de moi, même on s'occupait de ma voiture et autres. Je suis reparti tout seul. Et j'ai refondé quelque chose de nouveau. À Fratello, on n'est pas loin de refaire la même chose. Est-ce que je suis prêt, quel que soit l'âge, et moi pourtant j'approche des 60 ans maintenant, c'est est-ce que je suis prêt à lâcher des choses pour refonder là où je me sens appelé. Voilà. On a fait croire aux gens qu'une vie heureuse, ce serait de partir à la retraite à 60 ans, de vivre 10 années idylliques en camping-car, j'ai rien contre les camping-cars, rassurez-vous, mais on a fait croire que ou en voyage, et que la vie serait épanouissante pendant 10 ans,
Ben non, mais moi j'ai envie d'être heureux toute ma vie, de ma naissance jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je serai appelé au ciel. J'ai envie d'être heureux. Et j'ai envie encore à 75 ans et à 82 ans d'être heureux. De se dire, ben, qu'est-ce que je fais pour faire le bien par rapport à ça. Et donc pour ça, ça nécessite, comme on a pris beaucoup de coups et autres, ça nécessite de réouvrir notre cœur et d'être cette flamme un peu lumière du monde. Merci.